Ça y est, enfin, après 7 ans de longue absence, la saison 4 est enfin sortie, et il est temps de faire une petite review des épisodes 1 et 2 qui viennent de sortir ce 9 février. Alors en toute chose, je suis désolé pour le son qu'il va y avoir dans cette vidéo. Tout simplement, là, je suis en train d'enregistrer avec le son de mon téléphone, donc le son global va être dégueulasse. Voilà, c'est en train de résonner dans ma chambre, quoi. Voilà, là, j'ai commandé un nouveau micro pour remplacer l'ancien, et d'ici la sortie des 2 prochains épisodes et la sortie de la prochaine vidéo, le son devrait être de meilleure qualité. Donc commençons simplement, on peut faire un petit résumé du premier épisode. Donc nous reprenons là où nous avons laissé nos héros la dernière fois, donc à l'entrée de l'Inglorium. Et on commence par voir des petites interactions, donc déjà des scènes comiques avec la famille Perceval et avec le nouveau-né Pain, visiblement, c'est son vrai nom, donc moi personnellement je trouve ça absolument dégueulasse. La reprise des tensions, on va dire, avec Goultard et Adamaï. D'ailleurs, Goultard qui est le seul vraiment à être dans ce truc du je veux défoncer Adamaï pour ce qu'il a fait. C'est vraiment le. En fait, Goultard, pour résumer le truc dans ces 2 premiers épisodes, c'est le seul mec lucide du groupe par rapport à Adamaï. Parce que je rappelle qu'Adamaï, pour rappeler un peu les éléments de la dernière saison, Adamaï il a quand même mortellement blessé Tristepin, il a frappé Evangeline et il a kidnappé Flopin et détruit leur maison. Donc voilà, 4 trucs assez graves quand même, et genre Goultard, c'est le seul mec à avoir une réaction lucide par rapport à ça. Donc entre toutes ces petites interactions entre nos personnages, on a Hugo qui commence à avoir des crises, donc avec des flashs par rapport aux héliotropes, donc le fait que tout soit réuni en lui, du coup, vu que Oropo, le dernier des héliotropes, est mort, et vu que dès qu'un héliotrope mourait, son énergie vitale se transmettait à un autre héliotrope, et bah là du coup vu que le dernier est mort, bah, tout est revenu sur Hugo, quoi, donc il commence à avoir des crises en fait, des sortes de bugs du fait que tout un peuple est revenu en lui. Et on a d'ailleurs une scène où il se retrouve dans un espace vaste, un peu comme on avait vu quand il était en train de se battre avec, entre guillemets, hein, entre Nox et Kilby, quand il était dans la bulle créée par Oropo au début du 3e épisode de la saison 3. Et donc il est entouré de tout un tas d'héliotropes, notamment, on peut le voir vite fait, les héliotropes présents dans l'OAV d'Oropo. Donc pour faire une petite parenthèse par rapport à l'OAV d'Oropo, dès sa sortie je devais faire une vidéo, sauf qu'en fait c'est là que j'ai eu mes problèmes de micro, par rapport à mon téléphone, tout ça, bref. Du coup j'ai pas pu sortir, mais vu que là prochainement je vais avoir un nouveau micro qui va arriver, qui devrait être de bonne qualité, je l'espère. Donc je vais pouvoir sortir du coup de nouvelles vidéos, et entre les reviews je pense que je vais sortir une petite vidéo par rapport à l'OAV. Depuis le temps que j'ai envie de la faire, j'ai envie de dire enfin. Donc nous revoyons les héliotrope, et donc ce qui devait arriver arriva, et là la façon de parler quand je suis sur les dents, je pense que ça doit être comme je pense la majorité d'entre nous. On revoit l'autre là, le personnage que tout le monde redoutait qui revienne. Le truc qu'ils auraient dû définitivement enterrer, l'anomalie au repos. En Kama, vous aviez un truc à faire, c'était pas le faire revenir. Le mec, il était mort et enterré. Maintenant, faut tracer sa route, les gars. Faut arrêter de faire revenir des trucs qui ont ruiné votre univers. Ça fait 7 ans, vous arrivez même pas à vous dépatouiller pour rendre ça un minimum cohérent, et vous faites revenir un mec. C'était le temps, c'était là. On lâche tout, on continue, on part vers de nouveaux horizons. Et qu'est-ce que vous nous faites là? Surtout que c'est genre lunaire, c'est-à-dire le mec qui est là, j'ai vu l'avenir, tu vas faire ça Hugo, tu vas le refaire, tu vas réutiliser les Dofus, tu vas ruiner le monde. Mais c'est-à-dire, mais en fait, mes frères, dans ce cas-là, parce que là c'est un peu pire que tout ce qui a pu nous sortir comme dinguerie dans la dernière saison, c'est-à-dire, si t'as vu l'avenir et que tu sais que Hugo va faire ça, dans ce cas-là, pourquoi t'as fait tout ça si tu sais que de toute façon Hugo, il va réussir à péter le monde? Non mais ça c'était une idée de Toth, hein, les gars, c'est encore, il s'est dit, je n'ai pas assez ruiné la cohérence de mon univers dans la saison 3, du coup qu'est-ce que je fais? Je le ramène
parce que ça fait 7 ans que j'arrive pas à me dépatouiller pour rendre ça cohérent. J'ai créé un jeu, je l'ai mis dans 800 trucs, dans 800 médias différents pour essayer de le mettre de partout en fait, parce que les gens l'adorent, donc les gens, tu sais, les gens le détestent, les gens en ont marre de lui, ils se plaignent qu'il est pas cohérent. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, on va le mettre dans tous les médias du monde, hein. On va créer un jeu sur lui, on va créer un OAV qui raconte strictement rien, et du coup on le met dans tous les événements de l'univers, mais voilà, sans raconter grand chose finalement, pour au final nous dire que en fait il n'a aucun impact, parce que de toute façon il a vu le futur, et Hugo va péter le monde. Donc voilà, t'as cette scène qui dure, allez quoi, 1 minute, 30 secondes max, et tu as Hugo et Roppo qui se discutent, qui se renvoient la balle. En fait, c'est même pas une discussion, c'est un mode tu vas faire ça, non c'est pas vrai, tu vas faire ça, non c'est pas vrai. Donc voilà, et t'as Hugo qui est en train de pleurer, et derrière, je me demande si c'est pas une projection de Tot sur Hugo, et genre, je vois ce parallèle, parce que Tot et Hugo, c'est eux qui ont créé, Tot, c'est le scénariste qui a créé Roppo, Hugo, c'est dans le lore qui a créé Roppo. Et je me dis, il est en train de pleurer parce qu'il se dit, attends, mais j'ai créé le pire personnage de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, ensuite t'as Hugo qui revient à lui, il décide un petit peu de prendre l'air, et on a donc une discussion avec Adamaï et Hugo qui enterre la hache de guerre. Et après ça, Hugo décide d'explorer un peu l'endroit, parce que oui, l'Inglorium en fait est complètement détruit. Tous les temples qui représentent tous les dieux, tous les temples sont détruits. Hugo décide un peu d'avancer, de laisser les autres derrière, et lui de prendre un peu les devants pour rester un peu seul et prendre l'air. Et donc en se téléportant, on découvre un nouveau personnage, donc Nora. Enfin, on découvre vite fait, hein, parce que Tot nous l'a un peu spoilé, en fait, globalement il nous l'a spoilé. Donc on découvre une nouvelle sœur héliatrope primordiale de Hugo, sauf qu'en fait on n'a pas la surprise, parce que Tot il nous l'a spoilé. Il y a un petit truc qui est assez bizarre avec elle, c'est qu'elle a des portails différents de Hugo. Je pensais pas que les héliatropes étaient capables de faire ça, et en fait ils sont même pas capables de faire ça, mis à part une petite intrigue qui va se développer au fur et à mesure, parce qu'elle a des portails qui est en forme de losange, comme ce qu'on a vu dans les trailers. Donc est-ce que c'est une méchante? Ça on sait pas. Peut-être même, je vais commencer à faire une théorie, mais il me semble que on a vu Ephraim, donc son frère dragon, donc voilà, c'est encore une fois on est spoilé. Donc son frère dragon qui est pour faire rapide, partie des Necroms, donc qui est les nouveaux antagonistes de cette saison. Donc est-ce qu'elle a pas fait une alliance avec eux pour récupérer son frère? Du coup c'est pour ça qu'elle a des portails qui ressemblent à ce qu'on a vu. Je sais pas, mais ça m'a l'air peut-être très probable qu'il y a quelque chose dans le genre. Voilà, donc on a un petit échange avec Nora et Hugo, qui lui dit va au temple de la déesse Héliatrope, et on a une petite mise en arrière avec les autres personnages qui sont en train de se balader donc pour rejoindre Hugo, et entre cette balade on a une scène d'à peu près 5 minutes où on rencontre un nouveau chouchou au temple de Yop, et ça me fait poser des questions, parce que ce chouchou en question, il s'appelle Racha. Et Racha, qui c'est? Racha, c'est un des frères de Rouchou, un des dieux chouchou, quoi. Sauf que on nous a bien précisé que Rouchou, c'est devenu l'unique en fait dieu chouchou, quoi. Parce qu'il me semble qu'ils étaient 9 ou 10. Il me semble qu'ils étaient 9 avec Rouchou inclus, mais je sais plus s'ils étaient 9 ou 10 en incluant Rouchou, mais il me semble qu'ils étaient 9. Mais donc, on nous a bien précisé que c'est lui qui a tué tous ses frères. Sauf que là, on nous dit que il a un frère encore en vie. Et encore, j'ai discuté avec quelqu'un sur Twitter qui me dit qu'en fait, il y a plus de chouchous divins qui sont encore en vie. Et c'est bizarre, parce qu'on nous a bien précisé qu'ils étaient tous morts. En fait, j'ai l'impression que c'est devenu comme des Jedi, là, les démons majeurs, là. C'est qu'on nous a tous dit qu'ils étaient morts, mais en fait, ils reviennent tous à la vie. Bon, cela dit, ça peut donner peut-être quelque chose d'intéressant, surtout qu'on a une scène, un petit peu de bagarre, avec Racha qui prend donc possession de Pain, et qui rentre à l'intérieur de lui, donc qui fait partie de lui. À voir ce que ça peut donner. Donc après cette scène de combat, on a Hugo et Adamaï qui arrivent devant le temple de la déesse Héliatrope, et on transite donc sur le deuxième épisode.
Et pour le coup, ce deuxième épisode est beaucoup plus intéressant parce qu'il installe des événements, de gros événements. Il installe donc petit à petit l'intrigue qui va se développer et aussi donc qui est assez quand même rallongé par rapport à certains trucs. Donc je m'explique. Donc au début de l'épisode, on a Adama et Hugo qui rentrent dans le temple et là, énorme surprise, il y a Kilby qui leur fait face. Kilby qui était dans la dimension blanche et qui du coup se retrouve face à eux. C'était quelque chose de le revoir, c'était quelque chose, surtout que c'est un antagoniste incroyable, donc ça fait vraiment très plaisir de le revoir. En même temps, on se pose un peu des questions parce qu'on se dit comment il peut être face à eux, surtout qu'il a été enfermé dans la dimension blanche, malgré le fait que Todd l'ait spoilé, parce que ça en fait c'est un gros problème de cette saison 4, c'est que Todd a spoilé trop d'éléments, donc on est à moitié heureux. J'ai quand même été très content de le revoir, mais je pense que j'aurais été beaucoup plus surpris si on n'avait pas été spoilé de son retour. Même si pour le coup, dans les trailers, il montrait dans la dimension blanche et pas présent autre part. Mais ça faisait quand même quelque chose de le revoir. Et donc il y a une petite confrontation face à lui. Forcément Hugo il est en colère parce qu'il s'attendait pas à le revoir. Et on fait donc la connaissance de la déesse Héliotrope et qui nous explique un peu le lore, ce qui s'est passé, pourquoi elle a été absente durant tous ces millénaires. Il y a quelque chose qui s'installe avec la déesse, c'est que donc on a l'Inglorium qui est détruit, et Hugo lui dit est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Et elle nous explique clairement que qu'elle aime pas la souffrance. Après, est-ce que ça l'empêche de l'utiliser? Là est la question. Parce qu'elle reste quand même assez mystérieuse, même si c'est une des déesses, une des deux déesses qui a créé le monde. Ça peut pas l'empêcher de faire des dingueries et de se venger du coup des dieux qui l'ont emprisonné. Donc ça peut créer quelque chose d'intéressant, ça installe, on va dire, une relation de confiance entre les persos, mais avec, on sent quand même une tension qui s'installe progressivement, une tension de danger qui va du coup partir petit à petit qui va s'accumuler petit à petit dans cette saison, que je trouve donc très sympathique. Et donc voilà, on a un échange entre les personnages. Évidemment, personne ne se souvient de la déesse, vu que tout simplement, ils perdent leur mémoire. Donc Hugo ne connaît pas l'existence de la déesse, sauf erreur de ma part. Il n'a pas entendu d'histoire par rapport à elle. En tout cas, il sait pas à quoi elle ressemble. Donc en vrai, ça peut être n'importe qui dans les faits. Sauf pour Kilby du coup, parce que Kilby, lui, il a la malédiction qui fait qu'il se souvient de tout, même une fois qu'il meurt et qu'il revient à la vie, il se souvient de tout. Et ce qui a donné quelques trucs assez sympas, qui m'ont fait vraiment bien rire, quand il dit maman, vous savez pas ce que Hugo il m'a fait? Ça m'a fait beaucoup rire pour le coup. Ça va, maman? Il y a un petit frère, il m'a fait des bêtises, là, tu peux le punir s'il te plaît? Là, ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Et donc on a les personnages qui sont en train d'échanger, et entre temps il y a les autres qui arrivent dans le temple, et là on a un petit truc qui m'a un peu gêné, c'est le traitement de Tristepin et de la famille personnelle globalement, qui en fait est vraiment là que pour faire des scènes comiques, et aussi pour faire des erreurs, donc pour le truc de rachat, donc le frère de Rouchou, c'est Tristepin qui arrive et qui l'active et le libère, malgré lui. Donc en fait, voilà, là il y a une petite entrée où il est en mode ouais, je suis un ninja, je sais pas quoi. Pareil, Eleli qui est dans le même délire. Et on a ensuite, juste après, une scène avec Goultard, Tristepin et Adamaï pour du coup réalimenter la tension entre Goultard et Adamaï. Et Tristepin il dit ouais, t'as détruit notre maison. Et justement, par rapport à ce que je disais précédemment, c'est voilà, t'as Goultard qui est là, ouais, en plus t'as détruit leur maison et tout. Et là, ça m'avait fait intérieurement, j'étais mort de rire parce que je me disais, mais imaginez seulement s'il sait qu'il a tué son disciple, frappé la femme de son disciple et kidnappé le fils de son disciple. Mais genre, ça va être une dinguerie ce qu'il va faire Goultard à Adama ici, c'est ça. Mais et justement, il faut qu'il le sache. Genre, en Kama, vous pouvez pas laisser passer ça de côté. C'est le meilleur moment pour que. C'est la meilleure chose à faire que Goultard sache ce qu'il a fait pour. Je veux dire, on attend que ça, que Goultard malaxe Adama. C'est vraiment, on attend que ça, les gars. Il faut le faire, vous êtes obligés de le faire. Mais voilà, globalement, le traitement de Tristepin et de sa famille, qui est trop axé comique sur ces deux premiers épisodes,
Pour ma part, c'est un peu trop. Mais quelque part, je comprends parce que en fait, là, on est en train d'installer un peu une tension. Donc, on est vraiment full scénario. Voilà, dans ces 13 épisodes, on n'est plus dans le système des 26 épisodes. On peut installer des trucs plus relax, un peu quête filler. Donc là, on est vraiment dans full scénario. En plus, on devient progressivement dans la maturité. Et là, on installe des éléments d'intrigue plus sombres, plus vraiment avec beaucoup plus d'impact. Et je comprends qu'ils aient voulu faire un système où la famille Tristepin, c'est vraiment la légèreté. Voilà, c'est le ressenti que j'ai eu sur ces 2 premiers épisodes par rapport à eux. Et donc par la suite, le reste de l'épisode, c'est, on va dire, tout le monde rentre chez eux. Parce que la déesse en fait a des portails. Elle est dans une salle où en fait il y a des portails en cercle. Et donc les personnages rentrent progressivement chez eux. Ce qui permet donc de donner quelques trucs intéressants. Déjà que Coqueline qui nous présente le dernier animal de son espèce, un truc... c'est vraiment le truc. En fait on vous présente la nouvelle monture légendaire à acheter dans la boutique Ankama. Ça avait fait beaucoup rire sur le coup. Ensuite, on a quelque chose qui était assez touchant. C'était le passage avec Ruel. Alors Ruel, si vous savez pas, le doubleur malheureusement est décédé, donc ils ont dû remplacer donc le doubleur. Ce qui a donné, c'est quand même assez bizarre. Ça fait quand même depuis 2008 qu'on est avec ce doubleur, qu'on le suit depuis des années, qu'on a grandi avec lui. Donc ça fait vraiment bizarre de plus retrouver ce personnage, enfin ce doubleur sur ce personnage. Donc voilà, et sur cette scène, on a eu un échange avec Harpagon et Ruel, qui du coup, il y a Ruel qui présente son immense richesse. Harpagon qui dit voilà, regarde maintenant, on peut vivre tranquille, et qui lui dit bah ouais, super, t'as fait ça, mais on a passé l'entièreté, on a passé plus de temps de notre vie séparée qu'ensemble. En plus, maintenant qu'ils sont vieux, ils peuvent plus avoir d'enfants. Surtout que avant de partir dans le portail, il y a eu Ruel qui appelle Hugo fiston. Et ça fait du mal à Harpagon parce que Ruel il a un aspect familial, mais il a pas voulu être avec elle. Donc ça fait forcément ça lui fait du mal. J'ai trouvé cet instant très intéressant et très touchant pour le coup. Harpagon, j'étais pas très convaincu par elle dans la saison 3, mais pour ce qui développe un peu avec Ruel, parce que ça casse un peu le côté solitaire, vraiment gros rat quoi. C'est vraiment, en fait, il avait une femme, un passif vraiment profond, et pour le coup, plus ça avance entre les deux, et plus j'apprécie ce qui se passe. Et donc il y a la famille de Tristepin qui rentre finalement chez eux, et ça a donné la scène finale, qui est à mon sens peut-être même la scène la plus intrigante de cet épisode. C'est que le fait qu'on a un personnage qui apparaît, donc qui visiblement fait partie de la nouvelle race qu'a créé Ankama, donc les Forgelance, et qui est dans une tour avec une ambiance que j'ai beaucoup aimé, côté vraiment reclus, avec vous savez, les grandes sortes de tours de montagne, un peu comme on voit dans les styles un peu chinois, comme la maison de Goku quand il était enfant, vous voyez, c'est cet environnement, donc côté vraiment très reclus. Et donc on a ce personnage qui apparaît et qui a une fixation sur la famille de Tristopin, et plus précisément sur Flopin, et Pain du coup. Et je suis en train de me dire si c'est pas un membre de la famille d'Eva. Parce qu'il faut savoir que Tot, dans la saison 3, il voulait beaucoup plus développer Evangeline, qui en fait a un passif inconnu en fait. On sait juste qu'elle était la garde du corps d'Amalia, et qu'elle a une sœur qu'on a vue dans la saison 2. Mais en soi, on sait rien d'elle en fait. De base, avec ce personnage, il voulait faire que c'était une agent double, donc une sorte de traître en fait, en réalité. Sauf que pour le coup, c'est que ça fait tellement d'années qui se sont écoulées, et que ça fait tellement longtemps que les personnages sont uniques, en fait, ça allait rien donner en fait. Maintenant elle a une famille, donc ça aurait donné quelque chose comme ah, tu es une traître, ouais, non en fait, parce que finalement j'ai abandonné mes liens avec de potentiels informateurs, et de toute façon j'ai une famille maintenant. Donc c'est une idée qu'il a abandonnée, mais pour le coup ça pourrait être une bonne idée de faire ça.
Surtout que, apparemment, dans le prochain épisode, pour ceux qui l'ont vu, et dans le trailer, on voit qu'il se bat avec un arc, donc ça peut être potentiellement même être un Kra. Donc soit un Kra, soit un Forge-Lance, mais je mise quand même plus sur un Forge-Lance. Ça peut donner quelque chose de sympa, surtout qu'on nous le présente comme un assassin, et ce qui peut du coup justifier son manque d'absence dans la famille d'Eva, qu'elle n'en ait jamais parlé, bah, tout simplement parce qu'elle a honte de ce que son père est, bah, que c'est un assassin. Et donc ce qui peut expliquer qu'on n'ait jamais entendu parler de la famille d'Evangeline, et qui donc peut donner quelque chose d'assez sympa, et vraiment de très profond à Evangeline, et j'espère tellement que c'est ça. J'espère vraiment, parce que Evangeline, j'adore le personnage, tout le monde l'adore, mais c'est vraiment le côté passif du personnage qui manque quelque chose. Et ça peut donner, avec ce personnage qui a l'air vraiment ultra stylé, quelque chose de très profond. Mais de toute façon, normalement, d'ici là, on devrait en apprendre un peu plus sur lui dès l'épisode 3. Il me semble qu'on le voit dans l'épisode 3. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir beaucoup plus sur lui. Et donc on arrive à la fin de l'épisode et à la fin donc de cette vidéo. Euh, Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, donc à me dire ce que j'ai pu oublier, ou même à développer ce qui a été dit, ce que j'ai pu dire et ce qui a été dit dans les épisodes. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous de tout ça, parce que en soi c'est vraiment le début, mais il y a pas mal de choses qui s'installent. Et globalement, j'ai bien aimé ces 2 épisodes, malgré que j'ai pu dire des choses qui peuvent paraître comme négatifs. Effectivement, il y a des problèmes, mais qui sont de la saison 3 et qui forcément sont impactés dans la saison 4. Mais là, pour le coup, ces 2 épisodes installent des choses, et globalement, c'est du très bon. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir la suite. D'ici les prochains épisodes et la prochaine review, j'espère que j'aurai reçu le micro. Voilà, je suis encore une fois encore désolé pour le son de la vidéo qui est vraiment qui résonne. Donc voilà, encore une fois désolé. Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à vous abonner et surtout à commenter, à échanger entre nous. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!